Bonjour à tous et toutes et encore merci de m'avoir accepté pour ce colloque. Comme il a été annoncé ici, je vais parler de l'intertextualité au sens général du terme qui existe entre l'écrivain de science-fiction slash fantastique Howard Phillips Lovecraft, qui donc a vécu au début du XXe siècle, et l'écrivain contemporain Michel Houellebecq, dont vous avez une magnifique photo qu'il met très bien en valeur à l'écran pour l'instant. Alors, je ne vais pas revenir sur l'intégralité de l'œuvre des deux auteurs, parce que déjà, il y a énormément de choses, mais aussi surtout parce que, d'une part, la présence d'une influence Lovecraftienne dans l'œuvre de Houellebecq se ressent surtout dans les premières œuvres de celui-ci, et cette influence culmine notamment dans La possibilité d'une île, qui est parue en 2005, avant de pratiquement disparaître des romans suivants, car ceux-ci mettent plutôt en avant d'autres écrivains, on peut citer Huysmans, par exemple. Et d'autre part, ce n'est pas l'entièreté de l'œuvre de Lovecraft qui semble avoir inspiré Houellebecq. En fait, si on devait viser un corpus précis d'œuvres chez l'Américain, on pourrait retenir presque exclusivement les nouvelles qui appartiennent à ce que beaucoup nomment dans la lignée d'Auguste Derleth le mythe de Cthulhu, à savoir un ensemble de textes qui ont en commun de mettre en scène des humains qui sont bien souvent des chercheurs ou des érudits et qui sont confrontés à une menace planétaire qui est en apparence impossible à arrêter. Ces personnages, d'ailleurs, finissent bien souvent par devenir fous parce qu'ils sont confrontés à cette menace, justement, dont ils ne voient pas la fin. Quant au fameux Cthulhu qui est mentionné, je le dis quand même pour ceux qui ne l'auraient jamais croisé dans une nouvelle de Lovecraft ou dans une de ses nombreuses adaptations, puisqu'aujourd'hui Lovecraft s'est répandu aussi bien au cinéma que dans la musique ou dans le jeu vidéo. Cthulhu, en fait, il s'agit d'une sorte d'immense pieuvre dragon qu'on peut voir ici en bas à gauche, et qui, selon les textes de Lovecraft, en fait, serait censé s'éveiller un jour et détruire toute civilisation humaine. Pour autant, en fait, Cthulhu, c'est la créature Lovecraftienne qu'on connaît le plus, mais ici, on ne va pas tant s'intéresser à Cthulhu, mais plutôt à des créatures beaucoup plus humaines dans l'œuvre de Lovecraft. Mais avant d'aller plus loin, en fait, il me faut aussi signaler tout simplement ce qui relie les deux auteurs, parce que ça ne paraît pas aussi évident comme ça. On a quand même Houellebecq d'un côté, qui est un écrivain qui décrit le monde contemporain avec une écriture blanche et un mélange de langage cru aussi. Et de l'autre côté, on a Lovecraft qui rédige des très longues nouvelles avec un style hyperbolique qui font intervenir des êtres tellement difformes que souvent on est à la limite de l'indicible. Et en fait, ce serait oublier que Houellebecq, avant de devenir l'écrivain qu'on connaît, a rédigé un essai en 1991, soit 3 ans avant le carton que fut Extension du domaine de la lutte, donc qui est paru en 1994, et on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Cet essai s'appelait H.P. Lovecraft contre le monde, contre la vie, ce qui est tout un programme en soi. Hein. Et en fait, c'était un essai qui était totalement dédié à Lovecraft. Et d'ailleurs, il faut bien dire, c'est que cet essai a cette particularité que ce n'est pas tant un essai finalement qu'une forme d'apologie à certains égards de la philosophie de Lovecraft, ou du moins, on va dire, de la philosophie de Lovecraft telle qu'elle est perçue, on pourrait même dire peut-être fantasmée par Houellebecq. Ainsi, Elisabetta Sibilio relève que Houellebecq a souvent tendance à s'identifier à Lovecraft dans certains extraits, voire à construire une forme de rapport exclusif avec lui. Mais je referme la parenthèse et je vais directement embrayer sur les 3 éléments d'intertextualité qui vont nous occuper aujourd'hui. Alors, à savoir, dans un premier temps, on va parler de la stylistique, entre guillemets, dégoûtante que les auteurs emploient pour décrire certains corps, notamment ceux de leur création non humaine. Ensuite, on va observer la manière similaire dont ils conçoivent la finalité des corps. Et enfin, le rapport à la sexualité que développent les deux auteurs. Et je le précise par avance, j'aborde ce thème de manière bien distincte pour mieux structurer l'exposé, mais les 3 sont en réalité le reflet d'une même thématique à l'œuvre chez les deux auteurs, à savoir une vision dite cosmiciste de l'existence. Alors, qu'est-ce que le cosmicisme? En fait, il s'agit d'une variante plus rationnelle et mécanique du nihilisme. En fait, ça consiste à dire que la position périphérique de l'homme dans l'univers l'empêche d'atteindre le bonheur et le place en permanence dans une position d'extrême fragilité. Autrement dit, il s'agit ici de nier la possibilité même de l'existence d'une espèce qui puisse être à la fois heureuse et intelligente, puisqu'elle découvre toujours à un moment ou à un autre l'inanité de son existence et de la vie en règle générale. On aura l'occasion d'en voir des exemples assez rapidement. Donc pour commencer, j'ai parlé de la stylistique
un peu dégoûtante des auteurs. Il faut vraiment prendre dégoûtant au sens premier du terme, c'est-à-dire une stylistique qui est capable de créer une forme de dégoût chez le lecteur, qui va contempler les corps d'équipe à deux auteurs. Alors bien sûr, les deux emploient des styles qui sont totalement opposés. D'un côté, on a Lovecraft qui a un style descriptif très hyperbolique, même s'il recourt, et c'est une chose assez originale pour un écrivain de fantastique, il recourt à un lexique qui est ultra scientifique pour décrire des corps qui parfois n'ont plus rien de commun avec la faune et la flore terrestre. Et d'une certaine manière, de nombreux chercheurs ont relevé que Lovecraft tend à vouloir imposer une sorte d'effet de réel au lecteur. Et ça alors même que ces descriptions sont totalement délirantes. En fait, il utilise des termes scientifiques pour, en quelque sorte, légitimer presque leur existence. Et on note aussi chez lui un usage très fréquent de la gradation dans la description, c'est-à-dire qu'on passe souvent des détails les plus anodins jusqu'aux détails qui sont les plus horribles. À l'inverse, chez Houellebecq, on a une description qui est très terre-à-terre et qui est très plate, puisqu'on a vraiment une écriture blanche et souvent Houellebecq a plutôt une formulation qui est scientifique, dans le sens où il essaye de faire une forme de démonstration par ses personnages. Typiquement, le protagoniste houellebecquien, c'est celui qui réutilise les codes des chercheurs pour convaincre un auditoire d'une thèse qui est plus générale, quitte à parfois utiliser un vocabulaire qui sera extrêmement vulgaire aussi chez Houellebecq. Cela, sans doute, afin de s'adresser à un public plus aisément à son public, que ce public soit fictionnel, vraiment les personnages du livre, ou qu'il s'agisse du lecteur en lui-même. Toutefois, chez les deux auteurs, en fait, on va relever qu'il y a une même tendance à vouloir montrer un écart significatif entre l'espèce humaine, dans le sens où ce ne sont pas les particularités du corps difforme qui sont repoussantes, mais plutôt l'opposition en fait entre ces corps et le nôtre, et ce aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental. Alors, comme un exemple vaut quand même beaucoup mieux que de longs discours, on va observer ce point dans deux extraits qui s'attardent plus sur le physique ici. Alors tout d'abord un extrait de Lovecraft, donc chez qui l'horreur de l'altérité est très prégnante pour diverses raisons, dont sa stylistique. Il y a aussi des raisons très idéologiques à cette prégnance de l'horreur, mais on pourra peut-être revenir dessus par la suite. Donc, devant vous, il s'agit d'un extrait du Cauchemar d'Innsmouth, et tout comme Corentin Lecor, je vais un peu spoiler certaines nouvelles et certains romans. Donc, en fait, le Cauchemar d'Innsmouth est une nouvelle dans laquelle le protagoniste se retrouve dans une ville nommée Innsmouth, où il va fuir des créatures amphibies qui le pourchassent à travers la ville. Et le plot twist de la nouvelle, en fait, c'est que le personnage appartient lui-même à cette espèce. Et donc ici, on a la fin de la nouvelle où il commence à voir son corps changer. Donc je lis. Je sentais qu'une effroyable influence cherchait à m'arracher progressivement au monde raisonnable de la vie normale, pour me plonger dans des abîmes innommables de ténèbres et d'inconnus. Tous ces phénomènes m'affectaient durement. Ma santé et ma physionomie se dégradaient régulièrement, jusqu'au jour où je dus enfin renoncer à ma situation pour adopter la vie immobile et recluse de malade. Une bizarre affectation nerveuse s'était emparée de moi, et j'étais par moments incapable de fermer les yeux. C'est alors que je commençais à m'examiner devant la glace, avec une inquiétude croissante. Les lents ravages de la maladie ne sont pas agréables à observer, mais dans mon cas, l'altération était plus subtile et plus déconcertante. Mon père parut s'en apercevoir, lui aussi, car il se mit à me regarder curieusement, presque avec effroi. Alors ici, on peut déjà faire quelques observations assez sommaires, hein, notamment sur la présence de nombreuses expressions et termes qui distinguent un temps passé de la normalité et un temps présent de la monstruosité. J'en ai souligné plusieurs exemples dans l'extrait, et on remarque de manière générale une insistance sur une évolution brutale et malsaine du corps, en fait. Et au début, on peut aussi voir la mention d'un monde vraiment de la vie normale auquel le narrateur est, comme il le dit, totalement arraché pour être plongé dans un monde de la difformité. Toutefois, en fait, ce monde de la difformité est vraiment à comprendre à l'échelle humaine, puisque, comme on va le voir par la suite, chez Lovecraft, la monstruosité est perçue d'une manière assez originale, car en fait, elle est toujours très relative. On verra ça bien assez vite. En comparaison, voici un extrait de La possibilité du Nil de Houellebecq. Alors, pour expliquer en deux, trois mots, La possibilité du Nil, c'est un roman où on a une narration en alternance qui voit Daniel I, qui vit à notre époque, narrer donc sa vie, et ensuite on a des chapitres qui sont narrés par Daniel 24 et Daniel 25, qui sont des clones de Daniel I qui vivent plusieurs centaines, voire milliers d'années après Daniel I. Ici, en fait, on a Daniel 1 qui assiste à une exposition où on voit en fait la description du corps en fait de ce que seront les clones, ces futurs clones.
Donc, il y a à nouveau cette description. Je me perds dans mes feuilles. Oui, voilà. Ah oui, donc, comme on s'en rendra assez vite compte aussi, ce qui est le plus repoussant dans la monstruosité ici, qui est du sujet qui est encore assez humain, c'est vraiment la mutation profonde de plusieurs caractéristiques essentielles de l'être humain. Je lis. C'est alors que l'on prit conscience d'un détail qui, dans les premiers moments d'enthousiasme, avait échappé à tous. Dans son désir de stylisation, Vincent s'était largement éloigné d'une représentation réaliste du corps. Si le phallus était assez ressemblant, encore que plus rectiligne, imberbe et dépourvu d'irrigation veineuse apparente, la vulve se réduisait dans ses dessins à une fente longue et fine, dépourvue de poils, située au milieu du corps, dans le prolongement de l'arrêt des fesses, et qui pouvait, certes, s'ouvrir largement pour accueillir des bites, mais n'en était pas moins impropre à toute fonction d'excrétion. Tous les organes excréteurs, plus généralement, avaient disparu, et les êtres ainsi imaginés, s'ils pouvaient faire l'amour, étaient à l'évidence incapables de se nourrir. Somme, à nouveau ici, on a plusieurs marques qui montrent un éloignement avec l'humain. Et si l'écart avec l'être humain est beaucoup moins monstrueux chez Houellebecq que chez Lovecraft, en ce sens qu'on a vraiment affaire à des monstres chez l'un et plutôt à des post-humains chez l'autre, l'assistance sur l'écart entre l'être humain et son possible successeur demeure très tangible dans les deux cas. Et au final, ces textes donnent à voir, dans les deux cas, une forme de dégoût pour toute possibilité d'évolution de notre espèce, alors même qu'elle est, dans l'univers littéraire des deux auteurs, en fait, l'espèce humaine est irrémédiablement condamnée. On va très vite en voir aussi des exemples. Ce qui nous amène au deuxième point, qui est donc la finalité des corps. Alors, lorsque je parle de finalité, on pourrait presque me comprendre de manière très ironique, puisqu'il s'agit en fait chez les deux auteurs d'une sorte de renoncement à une quelconque fin ou à un quelconque but à l'existence. Chez Lovecraft aussi bien que chez Houellebecq, on envisage l'être humain comme un individu qui est très fragile, aussi bien mentalement que physiquement. La vie humaine est en fait elle-même considérée comme abjecte pour plusieurs raisons que Houellebecq synthétise de manière très métaphorique dans son extrait. L'extrait, donc, dans son essai, pardon, et je vais lire l'extrait. Le monde pue. Odeur de cadavres et de poissons mêlés. Sensation d'échec. Hideuse dégénérescence. Le monde pue. Il n'y a pas de fantômes sous la lune tumescente. Il n'y a que des cadavres gonflés, ballonnés et noirs, sur le point d'éclater dans un vomissement pestilentiel. Ne parlons pas du toucher. Toucher les êtres, les entités vivantes, est une expérience impie et répugnante. Leur peau boursouflée de hideux bourgeonnements suppurent des humeurs putréfiées. Leurs tentacules suceurs, leurs organes de préhension et mastication constituent une menace constante. Les êtres et leur hideuse vigueur corporelle, un bouillonnement amorphe et nauséabond, une puante némésis de chimères demi-avortées, un blasphème. Alors, je fais encore une petite parenthèse, vraiment, dans cet extrait-ci, on voit vraiment à quel point parfois c'est difficile de différencier le point de vue de Lovecraft de celui de Houellebecq, puisqu'ici, vraiment, on se demande qui parle. Est-ce que Lovecraft est en train d'essayer de citer du... Est-ce que Houellebecq est en train d'essayer de citer du Lovecraft, ou bien est-ce que Houellebecq, je m'y perds, donne en fait son propre point de vue en même temps qu'il essaye de résumer Lovecraft? C'est une grande question quand on lit cet essai. Donc, dans les deux œuvres des deux auteurs, dans tous les cas, on retrouve cet invariant d'une horreur qui est inhérente à la vie humaine. Et dès lors, dans plusieurs de leurs écrits, on voit émerger d'autres corps qui sont plus évolués que les précédents, en un certain sens. Ainsi, chez Lovecraft, il y a une même idée qui transcende toute l'œuvre, c'est le fait que l'humanité est une étape transitoire avant l'arrivée d'autres espèces qui forment aussi des civilisations à part entière et dont le corps est mieux adapté à la période géologique au cours de laquelle ces espèces vivent. D'une certaine manière, la monstruosité des corps des créatures Lovecraftiennes est donc à voir comme une conséquence de l'évolution et de l'adaptation de ces espèces à leur milieu. Et d'ailleurs, Lovecraft se livre souvent à des analyses sur les raisons qui ont mené à de telles évolutions, ce qui contribue une fois de plus à créer un certain effet de réel, puisqu'on légitime de manière presque scientifique l'existence d'êtres qui sont très radicalement différents des autres espèces terrestres. Alors ici, j'en mets un bref exemple qui concerne les anciens à tête en forme d'étoile, qui sont une race préhistorique. Donc, sur la vie des anciens, sous la mer et après qu'une partie d'entre eux émigrèrent sur Terre, on pourrait écrire des volumes. Ceux qui vivaient en eau peu profonde avaient gardé le plein usage de leurs yeux, au bout des 5 tentacules principaux de la tête, exerçant comme de coutume les arts de la sculpture et de l'écriture. D'autres, plus bas dans les profondeurs de l'océan,
utilisant pour produire la lumière de curieux organes phosphorescents, complétaient leur vision par des sens spéciaux, qui agissaient mystérieusement par les cils prismatiques de la tête, sens qui rendaient tous les anciens partiellement indépendants de la lumière en cas de nécessité. En somme, ce qui est intéressant à relever, c'est que les descriptions que Lovecraft fait de ces espèces ne sont pas souvent horribles, parce qu'en fait, elles sont souvent, je m'y perds, elles sont souvent horribles parce qu'elles se situent à milieu de ce que le lecteur connaît comme espèce réelle, mais on voit qu'il y a vraiment une forme de relativisme, puisque ces créatures sont considérées à l'égal des hommes. Ce sont des espèces qui règnent ou régneront un jour sur la Terre. Ce sont des créatures comme les autres, comme nous, si ce n'est qu'en fait, nous ne les connaissons absolument pas et qu'elles sortent totalement de notre horizon d'attente. On ne peut pas les imaginer, puisqu'elles ne ressemblent à rien. On peut donc notamment observer ça dans les montagnes hallucinées dont je viens de lire un extrait. Et aussi, donc ici, vous avez une représentation des anciens à tête en forme d'étoile à droite. Et aussi, ces espèces qui montrent bien aussi ce grand relativisme, c'est qu'en fait, dans la nouvelle Les montagnes hallucinées, les anciens, en fait, sont décongelés par une équipe d'explorateurs et les anciens, en fait, vont tuer tous les explorateurs qui étaient en train de les décongeler parce qu'en fait, ils ont eu peur face aux êtres humains, ce qui place ces créatures en fait dans le rôle d'une forme de qui sont en fait des victimes par rapport aux humains qui ici apparaissent comme des tueurs alors que ce n'était absolument pas le cas. Il y a vraiment le relativisme ici est très présent. Alors ici, on a d'autres espèces qui sont dans la mythologie Lovecraftienne, qui sont par exemple les profonds, qui, comme leur nom indique, vivent au fond de la mer, ou encore les êtres de la grande race de Yit, qui possèdent des capacités psychiques telles qu'ils peuvent se projeter dans l'avenir ou dans le passé pour y dénicher du savoir. En fait, ce sont des espèces, comme on le voit, qui ont développé des adaptations à leur milieu. Je vais revenir sur les êtres de la grande race de Yit. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont capables d'échanger leur corps avec le corps d'un être qui vit soit dans le futur, soit dans le passé. Et pendant ce temps, la personne qui se situe dans ce corps, en fait, habite le corps de l'être de la grande race de Yit qu'il a échangé. Toutefois, les capacités extraordinaires de ces espèces, en fait, parce qu'elles ont quand même des capacités assez incroyables, que ce soit de la force surhumaine ou ici le fait de pouvoir échanger son esprit, en fait, ce sont des capacités qui se révèlent bien vaines, puisque ces espèces sont elles aussi condamnées à la disparition. On a même parfois des cas de dons qui vont se révéler délétères, par exemple la grande race de Yit. Le fait de pouvoir voir dans le futur, en fait, va l'amener à un moment à contempler le moment exact de sa chute, ce qui va plonger toute l'espèce dans un grand désespoir, puisqu'en fait, ils savent le moment exact où une autre race va venir prendre le dessus sur eux. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont projeter leurs esprits dans le futur et abandonner leur corps et leurs immenses bibliothèques qui sont remplies de tout le savoir accumulé en recourant au voyage temporel. Et ils vont aller se réfugier dans des corps, dans les corps de scarabées qui vivent juste après l'ère humaine, puisque chez Lovecraft, fun fact, Lovecraft considère qu'après les êtres humains, ce sont des scarabées qui régneront sur la Terre. Et ce qu'on voit en fait, c'est que donc l'adaptation des espèces à leur milieu et à leurs conditions ne donne jamais accès à une quelconque pérennité. Toute forme de vie, toute espèce est temporaire et il y a une forte insistance là-dessus dans toute l'œuvre. Chez Houellebecq, on a un mouvement qui est très similaire lorsqu'on considère les post-humains des particules élémentaires et les clones de la possibilité du Nil, qui ont eux aussi pour fonction de remplacer les êtres humains, puisque dans le système de pensée des personnages de Houellebecq, l'être humain est systématiquement condamné à cause du libéralisme. Dans les deux œuvres, j'ai encore un petit peu spoilé, donc la fin de la diégèse met en scène la fin de l'homme de manière assez similaire dans les deux cas. Donc, sans entrer trop dans les détails, en fait, les protagonistes des deux œuvres participent à une découverte scientifique majeure qui permet d'entrevoir que l'avenir de l'humanité n'est paradoxalement pas humain. C'est ainsi qu'on se retrouve avec ce slogan à la fin des particules élémentaires qui est « La mutation ne sera pas mentale, mais génétique », ce qui met assez bien en avant que l'humain en tant que tel ne peut être sauvé. Il faut qu'il change. Aussi, chez Houellebecq, on se retrouve avec des créatures qui ne sont plus humaines au sens strict, mais qui conservent toutefois un certain anthropomorphisme. Les post-humains des particules élémentaires, eux, sont devenus affectivement indépendants et ils s'en remettent aveuglément à la science, mais ça reste des humains dans l'apparence, tandis que les clowns de la possibilité du Nil, eux, ils sont devenus autotrophes et ils sont presque stoïques. Le presque a toute son importance ici. Mais comme dans les précédentes nouvelles de Lovecraft, ces corps, bien que perfectionnés, ne parviennent ni à la pérennité,
ni même à un idéal de bonheur, puisqu'en fait, en tentant d'éliminer les tares de l'humanité a paradoxalement créé des corps qui sont creux et sans véritable intérêt. Il est en effet très difficile pour une espèce d'atteindre le bonheur lorsqu'un tel mot ne fait même plus sens dans son langage, lorsqu'elle en est arrivée à un état de quiétude qui est tel que plus rien ne peut la perturber. Ainsi, dans les particules élémentaires, les post-humains se retrouvent en fait dans une sorte de société dystopique qui est similaire à ce qu'envisage Aldous Huxley dans Brave New World. Brave New World qui est aussi une inspiration de Houellebecq. Et donc en fait, Brave New World, ça décrit, c'est un récit donc dystopique qui décrit une société qui est entièrement régie par l'eugénisme. Quant aux clowns de la possibilité du Nil, eux, ils sont devenus pratiquement immortels et ils sont capables de se régénérer en permanence. Dès qu'ils meurent, en fait, ils ont un nouveau corps qui se régénère. Pourtant, cette immortalité n'est paradoxalement pas un cadeau puisqu'ils sont devenus assez stoïques tout en demeurant capables de se questionner sur leur rôle et sur la finalité de leur existence, alors qu'il ne semble pas vraiment y en avoir, si ce n'est prolonger un tant soit peu la vie sur Terre. D'ailleurs, même si cette idée d'une immortalité au final assez délétère, une immortalité délétère, c'est assez paradoxal aussi, apparaît aujourd'hui chez beaucoup d'auteurs, il est difficile de ne pas voir dans ce cas une intertextualité avec une autre nouvelle de Lovecraft un peu plus mineure, qui est Celui qui murmurait dans les ténèbres, ou des extraterrestres qui sont connus sous le nom de ceux du dehors, ou les outsiders en anglais, ce qui rend un petit peu mieux. Donc ces extraterrestres, eux, ont maîtrisé une technologie qui permet de séparer un cerveau du corps de son hôte, ce qui offre l'immortalité à l'individu, puisque son cerveau est alors conservé dans une sorte de saumure qui empêche le vieillissement. C'est une sorte de cerveau dans la cuve, en fait. Mais l'immortalité ainsi offerte par les outsiders se révèle finalement également un cadeau empoisonné, puisque les humains ainsi traités se retrouvent privés de liberté et ils sont condamnés à vivre à servir de réserve de connaissances pour ceux du dehors. En somme, il s'agit encore une fois d'un renoncement au caractère temporaire de la vie humaine pour embrasser une existence éternelle, mais atroce, puisque dans ce cas-ci, il s'agit d'une véritable servitude, et une servitude qui en plus sera éternelle. Ce qui nous amène au dernier élément d'intertextualité, qui est donc la sexualité chez les deux auteurs. Il y a un petit extrait un petit peu plus trash, mais rien de bien fort. Alors, donc, en fait, autant chez Lovecraft que chez Houellebecq, il apparaît que la sexualité et sa conséquence directe, qui est la reproduction sexuée, eh bien, ils sont très souvent mal considérés, ils sont rabaissés, mais de manière très distincte chez les deux auteurs. Alors, chez Lovecraft, on a toujours un phénomène d'ellipse dans le récit lorsqu'il y a une relation sexuelle. Ça pourrait sembler assez logique pour l'époque de Lovecraft, puisqu'en fait, eh bien, au début du XXe siècle, ça se faisait d'écrire des scènes très hautes, on va dire, mais c'était quand même assez mal vu et Lovecraft avait un idéal intellectuel qui l'empêchait de faire ça. En fait, Lovecraft en littérature avait un rejet très particulier pour tout ce qui était prosaïque, le sexe y compris. Et il mettait fort en avant tout ce qui était très intellectuel, donc par exemple la recherche, la culture ou les arts. Toutefois, on a beau avoir énormément d'ellipses, enfin, on n'a que des ellipses pour ces éléments du récit, il laisse place toujours, ces ellipses laissent toujours place à une horreur qui est beaucoup plus grande et qui est celle de la reproduction en elle-même. En effet, sans retranscrire l'acte charnel, que toutefois le lecteur peut parfaitement s'imaginer, Lovecraft ne décrit pas moins en profondeur les horribles hybrides qui sont nés de l'accouplement entre, bien souvent, c'est entre une humaine et une créature extérieure. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire assez rapidement, mais il y a effectivement peut-être un lien à voir entre le rôle périphérique ou néfaste des femmes chez Lovecraft et la misogynie qui est très présente dans l'œuvre de Houellebecq de manière générale. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on peut très bien en discuter par après si quelqu'un a des questions ou des pistes. Pour revenir aux descriptions de Lovecraft, donc ici, vous en avez une juste sous les yeux avec un exemple très parlant qui est celui de Wilbur Whateley, qui est le fils d'une humaine, et de Yog-Sothoth, qui est un grand ancien, un peu au même titre que Cthulhu. Donc vous avez une image, une représentation stylisée de Wilbur sur la droite qui rend plutôt pas trop mal ce à quoi il ressemble. Mais chez Lovecraft, c'est toujours très difficile de faire des dessins qui représentent clairement ce qu'il décrit. Donc je vous lis l'extrait du début de la description, je n'ai pas mis tout. Il serait banal et inexact de dire qu'aucune plume humaine ne saurait le décrire. Mais on peut avancer avec raison que pour se le représenter avec quelque vérité, il ne faut pas associer trop étroitement les notions d'aspect et de contour avec les formes vivantes ordinaires de cette planète et avec les trois dimensions connues. Il était partiellement humain, sans aucun doute. Avec ses mains et sa tête d'homme et sa face de bouc, sans menton, portait la marque des Whateley.
Mais le torse et le bas du corps relevaient d'une tératologie fabuleuse, au point que seuls d'amples vêtements avaient pu lui permettre de se déplacer sur Terre sans être interpellé ou supprimé. En fait, chez Lovecraft, l'essentiel des mentions de naissance concernant des êtres qui sont similaires à Wilbur, en fait, toutes les naissances concernent en général des êtres comme ceci. On a par exemple le cas du cauchemar d'Innsmouth, où on n'a pas la mention de la naissance, mais on a quand même la description d'un personnage qui est en pleine mutation, et on s'imagine qu'il est né du rapport entre une humaine et un profond, dans ce cas-ci. Chez Lovecraft, donc, on a vraiment un imaginaire de décadence qui est fort ancré et qui est lié, donc un imaginaire de décadence et de dégénérescence qui est lié à la reproduction. La reproduction de l'espèce n'a pas d'avenir car elle va nécessairement vers le renouvellement d'une forme de monstruosité. Et chez Lovecraft, on peut même, sans trop exagérer, parler d'une perte de pureté de la race, en fait, puisque, à nouveau, je ne vais pas insister là-dessus, mais de nombreux critiques ont vu un lien entre... chez Lovecraft, avec les délires racistes et xénophobes de Houellebecq, et Lovecraft, de manière générale, en fait, avait une manière assez nette d'assimiler ces monstruosités à des minorités ethniques, notamment les Afro-Américains. Mais à nouveau, on pourra en rediscuter par après. C'est un sujet qui est assez complexe à expliquer ici en aussi peu de temps. Chez Houellebecq, on a le mouvement inverse de chez Lovecraft, puisqu'on n'a pas des ellipses, au contraire, on a des descriptions très approfondies des rapports charnels, descriptions qui sont par ailleurs assez particulières, puisqu'elles associent bien souvent une narration très vive, si pas hyperbolique, dans l'expression du ressenti des personnages. Et en même temps, il y a une pléthore de petits détails, en apparence anecdotiques, qui viennent rythmer le récit. Alors ici, j'ai pris un extrait, comme j'ai dit, encore assez soft, mais qui met bien en avant un point sur lequel on aura l'occasion de revenir assez vite. Donc, c'est un extrait de Plateforme où le narrateur se rend en Thaïlande avec le seul but de profiter du tourisme sexuel. Alors, je lis. Message later, dit-elle en s'allongeant sur le lit. Puis elle ouvrit les cuisses. J'étais déjà en elle, et j'allais et venais avec force, quand je m'aperçus que j'avais oublié de mettre un préservatif. D'après les rapports de Médecins du Monde, un tiers des prostituées thaï étaient séropositives. Je ne peux pourtant pas dire que j'ai ressenti un frisson de terreur. J'étais juste légèrement ennuyé. Alors, comme on l'observe dans l'extrait, avec le contexte que j'ai donné, en plus, de la même manière que chez Lovecraft, les relations sexuelles des personnages houellebeckiens n'aboutissent à rien de bien concret. On a ainsi de nombreux rapports solitaires qui sont décrits avec notamment de l'onanisme, du voyeurisme ou encore des peep shows. Et on a aussi la description de nombreuses pratiques, soit assez dégradantes, soit réprouvées par la morale traditionnelle, voire carrément interdites par la loi. On peut citer notamment le triolisme, les partouzes, le BDSM ou encore dans les pratiques interdites, on a aussi de la pédophilie dans Plateforme. En somme, dans l'univers houellebecquien, les rapports sexuels qui sont décrits ne mènent presque jamais à un heureux événement et de manière générale, la description des scènes a tendance à vraiment insister sur le caractère de plus en plus malsain des pratiques qui, dans l'univers houellebecquien, sont d'office assimilées à une corruption des mœurs par le libéralisme, puisque dans l'univers de Houellebecq, en fait, le libéralisme s'est étendu du domaine économique au domaine sexuel. Et plus encore, et c'est assez fort symboliquement, une des seules unions chez Houellebecq qui a pour objectif la naissance, elle est décrite ainsi. Peu avant d'éjaculer, il eut la vision extrêmement nette de la fusion des gamètes et tout de suite après, des premières divisions cellulaires. C'était comme une fuite en avant, un petit suicide. Mais le plus dur reste encore que cette tentative s'avère totalement infructueuse, puisque la mère de l'enfant qui va essayer de créer va devoir finalement subir une ablation de son système reproducteur qui est totalement recouvert de tumeurs. Ce qu'elle commande d'ailleurs assez tristement en disant ceci, on m'a vidé comme un poulet. Ainsi, on observe que chez les deux auteurs, la reproduction sexuée est assimilée à l'idée d'infécondité ou de dégénérescence. D'ailleurs, les autres espèces qu'ils imaginent, les profonds, les post-humains, les clones, bien tous se reproduisent de manière asexuée. Chez Houellebecq, on a affaire donc à du clonage, tandis que chez Lovecraft, c'est beaucoup plus divers. On a par exemple des formes de vie qui se reproduisent en répandant des spores, d'autres qui détachent des excroissances qui prennent vie à leur tour. Il y en a vraiment pour tous les goûts chez Lovecraft. Alors, bien sûr, comme j'ai déjà dit, ces espèces n'ont pas un sort meilleur que l'humanité, mais il demeure assez interpellant que dans leur fiction, les auteurs imaginent que des espèces plus évoluées que l'homme soient systématiquement associées à une reproduction asexuée, ce qui amène à considérer les actes charnels comme un plus dispensable à la survie de l'espèce.
Et en fait, c'est là-dessus que je terminerai ma présentation. Comme j'ai dit au début, il y a une vision partagée de l'univers chez les deux auteurs puisqu'ils sont à rebours des conceptions anthropocentriques et eudémonistes actuelles. Ils ont tendance à considérer l'espèce humaine de manière excentrée par rapport à l'univers. Et de fait, si l'humanité ne constitue plus le nombril du monde, alors ils font considérer que le corps humain lui-même n'est qu'un étape transitoire dans la grande histoire de la nuit des temps. Mais ce qui fait la grande particularité de cette conception de l'homme imaginée par Lovecraft et prolongée par Welbeck, c'est finalement pas tant la position de l'homme dans l'univers que sa position par rapport à d'autres êtres et entités qui sont toujours considérés comme supérieurs en tout point. Par exemple, au point de vue physique, eh bien, les hommes sont fragiles et leur vie est dans le fond relativement courte en comparaison de créatures qui, pour certaines, peuvent vivre plusieurs centaines, voire même milliers d'années, voire qui sont totalement immortelles à tel point qu'en fait, la mort pour ces créatures, ça devient une abstraction. Et au point de vue mental, les hommes sont souvent préoccupés par ce qu'on pourrait qualifier de futilité, si on s'en tient à la perspective déployée par les protagonistes de tous les romans et des nouvelles. Par exemple, la sexualité, elle apparaît comme une perte de temps phénoménale, en cela qu'elle est prosaïque et qu'elle ne revêt pas un rôle d'activité intellectuelle. À l'inverse, les créatures des deux auteurs sont soit tournées vers une recherche de la pure survie, ce qui les a amenés à une perte totale de la recherche d'un sens à leur existence, soit elles ont embrassé la voie des savoirs et de la culture, quitte à finalement tomber dans la décadence et l'oisiveté. Et en somme, autant chez Lovecraft que chez Welbeck, c'est un rejet de toute vie consciente qui se manifeste. Aucun corps n'est parfait, aucune vie n'est pérenne, et de manière générale, mieux vaut renoncer immédiatement à toute velléité d'atteindre un état de bien-être supérieur. Toutefois, rester sur ce constat des plus pessimistes, hein, c'est vraiment pessimiste noir ici, tout ça reviendrait en fait à simplifier la comparaison entre les deux auteurs, puisqu'en fait, il ne semble pas y avoir de compromis chez Lovecraft. L'existence est noire de bout en bout et la mort apparaît presque comme une libération des horreurs réelles et imaginaires qui peuplent la vie humaine, puisque celle-ci est en somme dévalorisée à tous les niveaux. Du point de vue de Lovecraft, même le corps humain cache une forme d'horreur innée, puisqu'il est capable d'enfanter la dégénérescence. En comparaison, chez Welbeck, le corps apparaît comme une prison, mais Welbeck semble également mettre en avant un contraste entre la vie humaine, qui est loin d'être parfaite, et la vie parfois fantasmée par les humains, qui est celle des clowns et des post-humains. Et finalement, ce qui semble ressurgir des romans de Welbeck quant au corps humain, ce n'est pas tant le fait de dire que la vie est absolument atroce, mais plutôt de dire que la vie est absolument atroce, mais que c'est encore le mieux dont on puisse rêver si l'on ne désire pas basculer dans la perte totale de sens ou, au contraire, dans la recherche à jamais inachevée et insatisfaite de ce sens de la vie. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que vous n'avez pas été rendu trop dépressif par mes conclusions et par mon exposé. Et je vous remercie de votre attention. Je mets une petite bibliographie.